Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la polymérisation. Alors la polymérisation rassemble tous les procédés qui permettent de fabriquer un polymère. Pour simplifier, on peut dire que la polymérisation, c'est la fabrication d'un polymère. Alors il existe deux sortes de polymérisation, deux techniques pour fabriquer un polymère, la polyaddition et la polycondensation. Alors dans le cadre de cette vidéo, je vais vous expliquer uniquement la première méthode, c'est-à-dire la polyaddition. Alors lorsque l'on veut faire une polyaddition, nous devons prendre des monomères qui sont des alcènes, ou en tout cas qui possèdent une double liaison. Lorsqu'on met, comme ici, plein d'alcènes les uns à côté des autres, on prend un milieu réactionnel dans lequel l'on remplit d'alcènes, il ne se passe rien. Il faut pour cela introduire une amorce. Alors, l'amorce est une molécule qui en fait est un radical. Alors, on l'a vu en cinquième, un radical, c'est une espèce qui contient un électron célibataire. Et on a vu que ces radicaux sont excessivement instables, sont très réactifs. En effet, mon amorce va vouloir à tout prix lier son électron célibataire. Or, les monomères, qui sont des molécules d'alcène, ici c'est l'éthène, appelé aussi éthylène, possèdent une double liaison. Et on a vu précédemment qu'une double liaison s'est formée d'une liaison sigma solide et d'une liaison pi fragile. Donc, l'électron célibataire de l'amorce va aller s'accrocher au premier électron pi de la liaison pi, cassant ainsi cette liaison pi. Conséquence, comme vous le voyez sur le schéma, le deuxième carbone se retrouve avec un électron célibataire. Il va lui-même attaquer l'alcène suivant, se lie à l'électron pi de la molécule suivante, libérant ainsi un électron célibataire. Le quatrième carbone va donc attaquer la molécule suivante pour se lier à l'électron pi. Il va casser de nouveau la liaison pi. Le carbone suivant va se retrouver avec un électron célibataire et ainsi de suite jusqu'au dernier qui aura donc cet électron célibataire. Conséquence, ce que vous venez de voir, c'est en fait ce qu'on appelle une réaction en chaîne. En fait, au départ, il faut une amorce, mais une fois que l'amorce a agi, la réaction se fait toute seule, c'est une réaction en chaîne. On obtient alors le polymère que voici, qui est formé donc de tous des atomes C de carbone liés à 2 hydrogènes. Alors on peut traduire cette polyaddition à l'aide de l'équation chimique suivante. Donc on écrit le monomère, on met le coefficient stoichiométrique n devant pour dire qu'on a bien des milliers de fois ce monomère. Et suite à la polymérisation, on va obtenir le polymère. Là, je l'ai écrit comme une longue chaîne avec 3 petits pointillés, mais on peut aussi, rappelez-vous, l'écrire sous cette forme-là. Les chimistes préfèrent cette forme-là, c'est-à-dire on écrit entre parenthèses l'unité répétitive et on dit qu'elle se répète n fois. Alors, nous avons réalisé cette petite animation en classe, donc c'est la même chose ici avec mes Mickey. Donc, vous voyez que les Mickey sont accrochés 2 par 2, ils représentent ici au-dessus les monomères. Et les monomères vont donc casser la liaison pi et former une longue chaîne, c'est le polymère. Alors, comment se termine cette réaction en chaîne? Alors, lorsqu'on commence la fabrication d'un polymère, donc on prend plein de monomères qui sont des alcènes, on les met dans un récipient, il ne se passe rien, il faut introduire l'amorce. Même si on rajoute une goutte d'amorce, dans une goutte d'amorce, il y a des milliers de molécules d'amorce. Et donc, ce n'est pas un polymère qui se fabrique, mais des milliers de polymères se fabriquent en même temps. Et donc, nous allons observer différentes chaînes. Alors, voici
une chaîne qui est en cours d'élaboration et qui se termine par un électron célibataire, comme nous l'avons vu précédemment. Je reviens, voilà. Hein, vous voyez ici à droite, tout au bout, le dernier carbone se retrouve avec un électron célibataire. Donc, ma chaîne est en cours d'élaboration, on se retrouve avec un électron célibataire au fond de la chaîne. Si par hasard elle rencontre une autre chaîne en cours d'élaboration, qui se termine aussi par un électron célibataire, ces deux électrons célibataires vont se lier et donc nous aurons un grand polymère qui est formé des deux précédents et qui ne dispose plus d'électrons célibataires, donc qui a terminé sa fabrication. Alors, ce n'est pas forcément des polymères de même longueur qui se rencontrent. On peut avoir un grand polymère qui rencontre un petit polymère et les deux électrons célibataires se lient. Donc, vous l'avez compris, lorsqu'on fabrique des polymères, on va avoir des polymères plus grands, des polymères plus petits, c'est un peu selon les lois du hasard, selon la rencontre de ces différentes chaînes. Et donc, lorsque l'on trace, suite à une synthèse de polymères, lorsqu'on trace le graphique du nombre de polymères en fonction de N, rappelez-vous N, c'est l'indice de polymérisation, on obtient une courbe de Gauss. On obtient la courbe de Gauss suivante. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous avons un petit peu de polymères petits, donc qui ont un petit indice de polymérisation, ça veut dire l'unité répétitive se répète mais pas de nombreuses fois, donc nous avons un petit peu de petits polymères. Nous avons un petit peu de très grands polymères qui ont un indice de réfraction très grand. Et puis nous avons une zone dans laquelle se trouve la majorité des polymères fabriqués. Et donc vous vous rendez compte que dès qu'on va travailler avec les polymères, on va avoir besoin des statistiques pour traiter ces données. Et donc si vous faites des études supérieures scientifiques et que vous étudiez les polymères, vous aurez des notions de statistiques qui vont intervenir. Alors nous, on ne va pas aller jusque-là, mais sachez que dans les exercices, lorsqu'on va vous parler de la masse molaire d'un polymère, on va vous parler de la masse molaire moyenne. Pourquoi moyenne? Parce qu'en effet, on va considérer, comme tous les polymères n'ont pas la même masse molaire, on va faire la moyenne et c'est avec cette moyenne que nous allons travailler. Alors rassurez-vous, malgré qu'il y ait le terme moyenne, ça ne va rien changer pour vous. Hein. Pour vous, c'est une masse molaire. Alors, je vous propose maintenant de voir quelques exemples de polyaddition. Ces exemples sont dans votre syllabus. Je vous invite à compléter au fur et à mesure avec moi. Alors, premier exemple, c'est celui de notre introduction, c'est l'éthylène. Alors, l'éthylène, c'est le monomère de départ qui s'appelle l'éthylène. Il est formé de 2 carbones, chacun lié à 2 H, et il y a évidemment ces doubles liaisons. Alors, lorsque les éthylènes s'accrochent, ça forme le polymère suivant. Etc., etc. Vous voyez que cette notation n'est pas très pratique, donc les chimistes ont pris l'habitude plutôt d'utiliser la notation suivante. On reprend la partie du polymère qui se répète. Voici l'unité répétitive. J'écris l'unité répétitive, je mets une barre, donc une liaison à droite, à gauche, et je dis que cette unité répétitive se répète n fois. Alors attention, il y a une petite particularité avec le polyéthylène, c'est que
on a bien 2 carbones dans l'unité répétitive. Alors l'unité répétitive, c'est le monomère de départ modifié et qui va se répéter. Donc comme dans le monomère de départ, l'éthylène, il y avait bien 2 carbones, l'unité répétitive est bien CH2CH2 et pas CH2 uniquement comme certains élèves pensent. Donc attention ici, l'unité répétitive contient bien 2 carbones comme le monomère de départ. Alors le monomère de départ, il s'appelle éthylène, donc le polymère va s'appeler polyéthylène. Donc on rajoute simplement le mot poly devant le nom du polymère. Alors, on a pris l'habitude, pour simplifier, pour lui décrire polyéthylène, d'utiliser des lettres. Donc chaque polymère, enfin les principaux polymères sont caractérisés par 2 lettres. Polyéthylène, ça va être le PE. Nous avons aussi des symboles pour le recyclage. Il s'agit, vous l'avez probablement déjà vu sur des matières plastiques, il s'agit de 3 flèches disposées en triangle. Quand il y a à l'intérieur le chiffre 2 ou le chiffre 4, il s'agit du polyéthylène. Alors, deuxième exemple, le monomère que je vous ai choisi, c'est le chlorure de vinyle. Donc, le polymère que l'on va fabriquer, ce sera le polychlorure de vinyle. Alors, là aussi, voici le polymère. Voilà, donc il y a un carbone accroché à un chlore, accroché à un H, 2 H, le chlore, H, CH2, CH, le chlore, CH2, etc., etc., etc. Alors la partie qui se répète, c'est CH avec un chlore CH2 et elle se répète des milliers de fois, donc j'indique N fois. Ce polychlorure de vinyle, ce polymère, est ce qu'on appelle le PVC, très connu dans votre vie de tous les jours, hein, vous avez déjà entendu parler du PVC. Le symbole pour le PVC, pour le recyclage du PVC, c'est le chiffre 3. Alors, exemple suivant, je vous donne le tétrafluoroéthylène. Alors, le tétrafluoroéthylène va donner le polymère suivant. Donc, j'accroche les polymères les uns à côté des autres, les monomères, pardon, les uns à côté des autres, mais attention, ils ont subi une modification puisque lors de l'élaboration, la liaison pi a sauté. Etc., etc., etc. Vous voyez que cette notation est assez fastidieuse, donc je vais utiliser une notation plus rapide. Voici l'unité répétitive et elle va se répéter N fois. Le monomère s'appelle le tétrafluoroéthylène. Le polymère va donc s'appeler le polytétrafluoroéthylène. Alors heureusement qu'il y a une notation beaucoup plus rapide, c'est le PTFE. Et le symbole utilisé pour le recyclage, c'est les 3 flèches en triangle et c'est le numéro 7. En fait, le numéro 7 convient à tous les polymères. Enfin, les principaux polymères ont un numéro, tous les autres auront le numéro 7, ce qui est le cas du polytétrafluoroéthylène. Alors le polytétrafluoroéthylène, vous le connaissez dans votre vie de tous les jours, plutôt sous le nom Téflon, sous le nom commercial Téflon. C'est donc les revêtements de poêles ou de casseroles anti-adhésifs sont faits en Téflon. Alors, prenons d'autres exemples. Alors, voici le styrène. Alors là, c'est un petit peu compliqué de voir comment on va pouvoir accrocher les monomères ensemble. Un petit conseil, c'est de redessiner le monomère de cette manière-là
et de noter tout ce qui vient s'accrocher aux 2 carbones qui se trouvent à droite et à gauche, donc de part et d'autre de la double liaison, vous les écrivez au-dessus ou en dessous. Et donc, on obtient comme polymère le polymère suivant. Voilà. Comme le monomère s'appelle le styrène, le polymère s'appelle le polystyrène. Les lettres utilisées pour caractériser le polystyrène, c'est PS. Alors si on écrit avec une notation plus rapide ce polymère, je note l'unité qui se répète. Voilà, et je dis qu'elle se répète n fois. Alors, pour le symbole, pour le recyclage, le polystyrène porte le numéro 6. Alors, là aussi, je vais redessiner le monomère et tout ce que vous voyez, que tout ce qui se raccroche aux 2 carbones qui se situent à droite et à gauche de la double liaison, je les mets au-dessus et en dessous. Ce sera plus facile après pour retrouver le polymère. Alors, comment écrire ce polymère de manière beaucoup plus rapide? Voici l'unité répétitive qui se répète des milliers de fois. Alors, le monomère s'appelait le métacrylate de méthyle. Le polymère, ça va donc s'appeler le polymétacrylate de méthyle. La notation, c'est PMMA. Et en fait, le polymétacrylate de méthyle, vous le connaissez suivant le nom plexiglas. En fait, le polymétacrylate de méthyle, en réalité, c'est le plexiglas. Dernier exemple, l'acrylonitrile. Alors, quel polymère va-t-il donner? Le polyacrylonitrile, que vous connaissez plutôt, c'est une fibre synthétique, une fibre textile, c'est l'orlon. Alors, on va donc avoir comme polymère suivant. Donc, quelle est l'unité répétitive qui se répète? La voici. Elle se répète des milliers de fois et il n'y a pas de numéro spécifique non plus pour l'orlon au niveau du recyclage, donc on met le numéro 7. Voilà. Passons maintenant aux exercices. Alors, premier exercice que je vous propose, je vous donne un monomère et je vous demande de trouver le polymère obtenu par polyaddition. Alors, lorsque vous avez un monomère, le conseil que je vous donne, c'est de prendre une sorte de loupe, comme vous le voyez sur mon dessin, et d'agrandir cette partie-ci de l'alcène, c'est-à-dire la partie avec la double liaison. Et vous réécrivez le monomère de cette manière-ci, et tout ce qui s'accroche au carbone qui se trouve de part et d'autre de la double liaison, vous les écrivez au-dessus et en dessous. Donc le premier carbone, il a un H, et puis il est accroché à CH2, CH3. Et les 2 autres sont accrochés à DH. Alors vous mettez la flèche, vous n'oubliez pas de dire que vous prenez n fois le monomère, c'est-à-dire des milliers de fois. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez effacer, recopier
recopier le monomère, mais en effaçant la double liaison. Donc c'est assez simple, une fois que c'est écrit de cette manière-là, c'est assez simple. Vous recopiez exactement le monomère, mais on oublie la liaison pi. On écrit une liaison à droite, à gauche, on met les parenthèses et on dit que cette unité répétitive se répète des milliers de fois, n fois. Alors, exercice inverse. Cette fois-ci, je vous donne le polymère et je vous demande de retrouver le monomère correspondant. Alors, on efface les parenthèses et le N et on va rajouter une double liaison. Donc, le monomère formé, qui a permis de former ce polymère, le voici. Troisième sorte d'exercice. Le propylène, appelé aussi propène, a pour formule CH2, CH, CH3. Sa polymérisation conduit au polypropylène dont la masse molaire moyenne vaut 63 kg par mol. Détermine l'indice de polymérisation de ce polymère. Alors, je commence par écrire l'équation. Je pars du monomère. Alors là aussi, le NH3, je l'ai mis en dessous pour plus de simplicité. J'écris le polymère, c'est-à-dire le polypropylène qui va être ainsi fabriqué. Pour ça, je recopie le monomère sans la double liaison. Je mets une liaison à droite, une liaison à gauche et je dis que ça se répète des milliers de fois. Alors, que nous dit l'énoncé? L'énoncé nous dit que la masse totale du polymère, c'est 63 kg par mol. Donc, si je prends une mole de polymère, la masse du polymère, c'est 63 000 grammes. Attention, en chimie, on travaille en grammes, donc c'est important. Je vais y arriver. Donc, c'est important de travailler en grammes. Alors, il faut déterminer, le but de l'exercice, c'est de trouver le N. Donc, pour trouver le N, il faudrait savoir, donc la masse totale du polymère, c'est 63 000 grammes. Mais moi, ce que j'aimerais bien connaître, c'est le N. Or, ce polymère est fabriqué de cette unité répétitive qui se répète N fois. Donc, je vais calculer la masse molaire de l'unité répétitive. Alors, j'ai le carbone, 12, plus 2 hydrogènes, plus de nouveau un carbone 12, plus un hydrogène, plus de nouveau le carbone, plus 3 hydrogènes. Et j'arrive donc à 12 et 12 et 12, 36, plus 3, 39, 40, 12, 12, 24, 26, 27, 30, 42. Voilà. 42 grammes. Si on prend, c'est évidemment, si on prend une mole de polymère, on aura 42 grammes pour l'unité répétitive. Comment est-ce que je vais savoir alors trouver l'indice de polymérisation? L'indice de polymérisation, c'est donc la masse totale du polymère, donc la masse molaire moyenne du polymère divisée par la masse molaire de l'unité répétitive. Donc j'ai 63 000 divisé par 42. Alors, je prends ma calculatrice
et j'obtiens 1500. Donc l'indice, voilà la réponse, hein, c'est ma réponse. L'indice de polymérisation de ce polymère, c'est 1500. Ça veut dire que l'unité répétitive se répète 1500 fois dans le polymère qui avait comme masse molaire moyenne 63 kg par mol. Alors la formule que vous devez bien retenir, évidemment, c'est celle-ci. Comment calcule-t-on l'indice de polymérisation? On prend la masse molaire totale donc du polymère divisée par la masse molaire de l'unité répétitive. Voilà, à vous maintenant de faire l'exercice.